Nous sommes le docteur Tsagué, cardiologue adulte et pédiatrique. Nous avons l'honneur de prendre la parole au cours de ce panel pour présenter un thème qui s'intitule les tachycardies du nouveau-né et du nourrisson. Donc, nous n'avons qu'un conflit d'intérêt. En préambule ou en intérêt, c'est une patiente âgée de 20 mois. Dans le post-opératoire immédiat de chirurgie cardiaque, elle avait une communication interventriculaire périmembraneuse, elle a 10 kg. Et en post-op immédiat, elle avait au scope 140 battements par minute. Donc après, au cours de la garde, quand elle monte à 160, l'infirmière vous demande au téléphone quelle est la quantité d'aténie si elle passe à 180. Non, avant d'interpréter le CG, avoir le réflexe de leur demander de vous envoyer les photos parce que quand elle m'a envoyé, c'était inversé. Donc il faut revoir comment c'est placé en fonction de chaque stop et lui demander si c'est vraiment right parce qu'en réalité, c'est C1 qui était là et ce que j'avais comme image, l'onde P était négative. Donc avant que ça s'accélère à 180 et qu'on soit en vitesse, on est en tachycardie jonctionnelle ou pas, je me suis rassuré que c'était bien placé sur le scope et même quand les infirmiers anesthésistes dans nos régions opèrent des petits enfants pour occlusion intestinale, appendicite, il faut toujours se rassurer que le scope est bien placé ou dans les urgences de cardiologie si on a des scopes pour les nouveau-nés. Et donc là, on voit très bien que chaque P précède les QRS et chaque QRS est précédé d'une onde P. Et si on essaie de faire que ces 5 carreaux, on peut se dire que c'est 150, 160 battements par minute. Et donc, c'est une tachycardie sinusale, l'intervalle PR à peu près à 120. Comme on a l'habitude d'interpréter, là, au scope, on peut deviner très bien que c'était une tachycardie sinusale à 160 battements par minute. Et si elle monte à 180, on a des protocoles pour nos différents patients. Donc, à la fin de cette communication, nous espérons que vous serez capable de prendre en charge les troubles rythmiques chez les nouveau-nés et les nourrissons, donc de les diagnostiquer. On aura la démarche diagnostique, la démarche thérapeutique. Nous adoptons le plan suivant. En introduction, les troubles du rythme sont rares chez l'enfant, peut-être parce que c'est sous-diagnostiqué. Pour les centres de santé, non pas les appareils de CG pour les placer chez les enfants quand ils viennent pour un SF6 ou quand ils ont une perte de connaissance, on va le voir dans le développement. Donc, généralement, c'est fréquent chez les cas dans les cardiopathies congénitales. Il faut toujours tracer un ECG pour se rassurer que, même si c'est une simple CIA, que cet enfant n'a pas un trouble du rythme supraventriculaire, il va essayer de chercher s'il n'y a pas un retour veineux pulmonaire anormal. On en a eu des patients à 6 ans qui avaient des 180 battements par minute, où il a fallu mettre 3 antiarythmiques pour contrôler. Donc, le traitement antiarythmique est disponible, mais deux fois on peut aller jusqu'à l'ablation, notamment chez les WAFA qui sont on le fait très bien avec l'équipe du docteur Tinou à Douala. Donc, l'épidémiologie est rare parce que sous-diagnostiqué, et deux fois c'est paroxystique, et voilà, l'enfant se sent mieux, et les parents nous disent, bon, comme tu te sens mieux, on ne t'amène plus à l'hôpital. Et l'association cardiopathie congénitale est fréquente dans 10 à 15% des cas dans la littérature. Donc, le mécanisme physiopathologique, c'est soit des phénomènes de réentrée intranodale ou par des faisceaux accessoires, ou des phénomènes d'automatisme anormal, soit au niveau de la masse de l'oreillette. En diagnostic, il faut former la population de ne pas rester à la maison avec les symptômes. Ça, c'est l'histoire d'un enfant qu'on a diagnostiqué à 2 ans, parce que l'enfant est né. Le papa savait que le cœur de l'enfant battait régulièrement, mais espérait que quand il va grandir, ça va passer. Jusqu'au jour où il nous fait une infection pulmonaire, et heureusement, on a le réflexe, le médecin généraliste demande une radio. Donc, sur une cardiomégalie, on voit bien l'image en doute comme on tourne, qui stipule une dilatation de l'oreillette gauche et la cardiomégalie en faveur d'une dilatation de ventricule gauche, une infection pulmonaire. Donc on a fait une échographie cardiaque qui a mis en évidence que cet enfant épicuspidie avait une anomalie du trajet des artères coronaires. Donc la coronée gauche était plus haut située et avait une anomalie du trajet. On a pu l'évacuer en Italie grâce à l'ONG Una Voce Papadakio. Il a été réparé, il est revenu et il avait une altération de la fraction d'éjection à 30%. Donc c'est un enfant qui était tachycarde toute sa vie, jusqu'à 2 ans et demi, mais les parents espéraient que ça passe. Donc il faut qu'on sensibilise les populations sur les signes fonctionnels qui doivent les faire venir vers l'hôpital pour qu'on puisse poser le diagnostic quand ils sont encore des nouveau-nés ou encore à l'âge de nourrisson comme là 2 ans et demi. La dyspnée, les signes d'insuffisance cardiaque, la tachycardie concernant cet enfant, les retards saturo-pondérales, les cyanoses réfractaires qui donnent aussi des troubles du rythme, les souffles et surtout à prendre des poules. Là, s'il y a une anomalie, coagulation de la route, on peut diagnostiquer. Donc dans nos 10 régions, il y a des cardiologues, dans les 10 régions du Cameroun, dans les 52 départements, on peut quand même tracer un ECG, une radiographie du thorax et après référer vers un cardiologue. Et les 32 communes, tous les centres de santé intégrés, on doit former les infirmiers pour rapidement dépister.
Donc, quelle sera la démarche diagnostique quand on a tracé le CG? S'il y a une tachycardie, formez les infirmiers pour que rapidement, quand ils vous envoient le truc, ils vous appellent pour que, même par WhatsApp, c'est pas à la nuit qu'on va se réveiller et voir les messages, tous les WhatsApp de CG qu'on a reçus, et qui ne vous dérangent pas aussi toute la journée pour des tachycardies qui sont suffisants. En termes de formation, lorsque la tachycardie, on va voir les valeurs chez le nouveau-né, le nourrisson, le grand enfant. Si c'est régulier, pensez à la fibrillation atriale. Lorsque c'est régulier et à cœur restreint, ça peut être tachycardie sinusale, jonctionnelle ou atriale ou fluctueur. Et lorsque c'est à cœur restreint, on va penser aux tachycardies ventriculaires. Donc, commençons par une tachycardie sinusale. En général, il faut savoir l'onde P. Donc, comme on a dit tout à l'heure, tous les ondes P sont précédées d'une onde QRS. Et tous les ondes QRS sont précédées d'une onde P. L'intervalle P est à 120 millisecondes. Et c'est fréquemment chez les enfants qui ont lorsqu'il rampe et que son cœur va rapidement, ça peut être déclenché par le stress, les sepsis, l'hypovolémie. Tout l'intérêt peut-être de stopper tous les malades qui viennent dans nos urgences avec une sepsis ou une infection pulmonaire, un retard staturo-pondéral. Concernant les tachycardies jonctionnelles, c'est très peu fréquent chez les nouveau-nés et les nourrissons. On a eu la chance de les voir plus dans les enfants de 10 ans, peut-être parce qu'on ne fait pas les ECG à nos nouveau-nés et nourrissons. Du coup, on passe à côté des tachycardies jonctionnelles. Ici, c'est l'exemple d'une tachycardie jonctionnelle où l'onde P est noyée dans le QRS de façon rétrograde. Et le phénomène physiopathologique s'appelle les rentrées intranodales, on peut le voir là, ou des Wolff Parkinson White par faisceau accessoire. On a eu la chance d'avoir un patient de 11 ans qui a perdu connaissance au lycée. Il est tombé chez le neuropédiatre qui a demandé un électroencéphalogramme et un ECG. Rapidement, on a mis en évidence un Wolff Parkinson White. On a fait la plaquer à Douala, un cas de 11 ans, de 16 ans, et ils se portent tous bien actuellement. Donc, concernant les flûteurs, il est important de faire la différence entre un flûteur à condition variable et une ACFA à grosse maille. C'est souvent très embêtant parce qu'il faudra choisir l'anti-arythmique. Il y en a qui sont contre-indiqués lorsque le flûteur à condition variable. Et donc, là, on a l'aspect en poids d'usine. Et si on avait la dérivation P1, on va voir les ondes de P pulmonaires. Donc, il faudra faire la différence lorsque c'est une flûte à condition variable. Concernant la fibrillation atriale, on en a vu généralement quand le myocarde est atteint, dilatation des oreillettes. Donc, ça peut arriver même chez des enfants, elle a donné des AVC. Donc, c'est un tachycardie à QRS fin, généralement irrégulier, avec une tribulation de la ligne isoélectrique, on n'arrive pas à identifier l'onde de P. Et toutefois, il peut s'associer à un bloc de branche dont le QRS sera large, où il y aura des aberrations ventriculaires, alpha avec Wolff Parkinson White. Il peut y avoir des pièges, notamment ici, c'est irrégulier, mais c'est juste une extrasystole auriculaire, avec une onde P qui est là. Alors, un repos compensateur. Donc, l'infirmier peut s'affoler, vous envoyer ça, mais bon, pour le rassurer que c'est juste rythme sinusal irrégulier entrecoupé d'extrasystole supraventriculaire. Il peut avoir, là c'est une stimulation isoélectrique et le patient avait une piste sous-épicardique. Et un QRS large lorsque il y a une précipitation qui est associée avec une ACFA. Donc, concernant les extrasystoles atriales, généralement c'est sur cœur sain, c'est banal, il faut rassurer les familles. Tant qu'il n'y a pas de retentissement hémodynamique, dilatation des cavités, on ne s'affole pas, on rassure les familles, on met du magnésium et on suit l'enfant. Surtout si c'est documenté au cours d'un épisode de fièvre, de sepsis, on voit quelle peut être l'étiologie, on n'hésite pas à demander des TSH pour être sûr qu'il n'y a pas une dysthymie du nouveau-né ou du nourrisson. Concernant les extrasystoles ventriculaires, le QRS large à opposition d'axe, il n'y a pas d'onde P, et on fait quand même un holter CG pour documenter la charge si c'est que c'est fréquent et que voilà, au cours de l'hospitalisation, au cours des échographies cardiaques, vous avez plusieurs articles des extrasystoles qui surviennent pendant l'échographie cardiaque. Ne pas hésiter à demander un holter CG même si c'est un nouveau-né. Je me rappelle un parent qui disait que je ne veux pas que mon enfant fasse le holter parce que ma grand-mère fait ça et très tôt je commence le holter chez l'enfant. C'est un peu un stress des familles, mais il faut le rassurer. Et ça permet, là on a un tracé ECG où on a des extrasystoles ventriculaires trigéminés, dont deux QRS qui sont normaux, avec l'extrasystole ventriculaire et le repos compensateur, et un aspect de retard gauche. Donc ça vient du ventricule droit, c'était sur un cœur sain. On peut surveiller comme être un bêta-bloquant en fonction de la symptomatologie du patient. Ici, c'est une extrasystole, et là, on a une salle d'extrasystole ventriculaire. Là, on n'a pas hésité, on a mis un bêta-bloquant à ce patient. Et après, on a fait l'échographie cardiaque. Je crois que c'était dans le cas d'une myocardite que le patient avait.
Et le Holter avait permis de mettre en évidence une charge rythmique importante. C'était une classe A de la classification de l'homme de Wolf. Donc, là, les tachycardies ventriculaires peuvent survenir. Je n'ai pas encore eu la chance d'en diagnostiquer dans ma jeune carrière, mais ça peut survenir si, dans les épisodes de myocardite, ou lorsqu'on a des ACAPA et que ce n'est pas diagnostiqué, on peut avoir des tachycardies ventriculaires, ne pas passer à côté des dissociations auriculo-ventriculaires, et surtout, identifier s'il y a des complexes de fusion ou de capture. Et les autres, ne pas hésiter à faire un diagnostic différentiel. Donc, lorsqu'il y a une dissociation auriculo-ventriculaire avec des complexes de fusion et de capture, ou dès que vous avez des tachycardies à queue reste large, ne pas hésiter à traiter comme une tachycardie ventriculaire. Donc, d'autres schémas qui permettent de diagnostiquer une tachycardie ventriculaire. Et surtout, on a eu l'expérience, mais sur un sujet adulte, je n'ai pas encore eu de fibrillation de flux ventriculaire. Elle était venue avec un BAB, tracé le CG, c'est un BAB complexe syncopal. Je me mets à voir ce tracé, je me suis dit que l'appareil de CG déconnait. Je change l'appareil de CG pour me rassurer parce que j'en avais deux au cabinet. Je revois la même image et pendant que je suis en train de réfléchir, mais comment un BAB avec une torsade de pointe est là, elle fait un arrêt cardiaque sur table de CG. Massier récupéré, on met l'usuprès pour la stabiliser, on l'a évacué, on a pu mettre un pacemaker sciatoire parce que les rythmes de Yandé n'avaient pas de paix sur place. Donc, dès que vous avez ça, ne vous dites pas forcément que l'appareil est en train de bugger, ça peut connaître un filtre et peut-être mettre en place des défibrillateurs pédiatriques pour pouvoir sauver ces vies. Donc, en traitement, lorsque on a des troubles du rythme supraventriculaire, si c'est suffisant, s'il n'y a pas le myocarde est bon sur la l'échographie cardiaque, il n'y a pas à s'affoler, on traite la cause, soit il y a une anémie, soit il y a un sepsis, on traite la cause. Si c'est jonctionnel, on collabore très bien avec les rythmos et qui en Wolf qui sont, on va faire l'ablation du Wolf, on peut le faire au Cameroun. Et lorsque c'est ventriculaire, on a les antiarythmiques jusqu'au choc électrique externe, même qu'on n'a pas les palettes adaptées aux nouveau-nés, aux nourrissons, c'est une tolérance avec la hiérarchie. Donc, les tachycardies jonctionnelles, il y a les manœuvres basales, j'en ai jamais fait, je n'en ai même pas diagnostiqué chez les tout petits, mais c'est important de savoir qu'on peut le faire au cas où on diagnostique et surtout mettre en place l'isuprel. Chez la mamie qui avait le BAV, on avait pu en avoir en pharmacie exceptionnellement. Donc, toujours avoir ça dans la trousse d'urgence en néonat. Et si ça ne va pas, on peut aller jusqu'à l'ablation du Wolf qui sont on peut le faire dès 25 à 30 kg ici à Douala. Il y a la gamme des produits qui peuvent être administrés et la posologie pour gérer ces tachycardies jonctionnelles. Et en cas de flûte, on peut faire une cartographie et c'est la zone rouge qui permet, on va faire l'ablation par radiofréquence au niveau de la zone. Ça, c'est en reconstruction 3D. À Douala, on peut faire que la reconstruction en 2D. Donc pour l'instant, on va migrer et optimiser notre plateau technique. Donc concernant les tachycardies ventriculaires, ne pas hésiter à faire un choc électrique externe, encore qu'il faut avoir l'appareillage et les palettes du nourrisson et du nouveau-né, mais ça peut arriver. Donc, en conclusion, monsieur le président de séance, les troubles du rythme sont fréquents, sous-diagnostiqués. On devrait avoir des scores pour pouvoir mettre en évidence. Et même si les familles sont stressées, mettre des électrodes périphériques, ça permet d'avoir déjà une idée du trouble du rythme et suivre l'algorithme jusqu'à identifier si c'est seulement supraventriculaire, sur cœur simple ou pas. Les valeurs de sang, c'est pour l'adulte. Il faudra connaître en fonction de l'âge. Dès que ça dépasse 160, c'est déjà une tachycardie. Entre 1 et 3 mois, il y a les différentes valeurs jusqu'au grand enfant et après l'adulte. Nous vous remercions pour votre attention. Merci, docteur. Comme on est pris par le temps, je vais laisser docteur